on est parti. Pour la thématique de cet après-midi, ça sera l'aide alimentaire, droit à l'alimentation, recours et non-recours à une alimentation saine. Vous avez la chance d'avoir 3 personnes investies autour de la table. Lorena Vincent de Bras France. Bonjour. Collectif Nipopia. Ahmed, je présume, mais elle se prénomme, mais t'as l'air d'être toute seule. Non. Ah oui, Camille est là-bas. Il y a donc Jawed et David. Ah oui, c'est vrai que t'es marqué là, David, oui. Et on a Muriel qui devait être là, ouais, mais qui est pas qui a là. un empêchement. Voilà, c'est Camille qui nous dira peut-être un mot. C'est pourquoi j'ai pas l'amalgame entre Camille et vous. Allez-y. Faites-vous plaisir. Vous avez de la chance, tout en pleine digestion. Honneur aux femmes, ouais, j'allais le dire. Eh ben, bonjour, et je suis ravie d'être là. Moi, je travaille dans une association qui s'appelle VRAC. VRAC, c'est l'acronyme de vers un réseau d'achat en commun. Et le projet de notre association, je peux passer à la slide d'après, c'est d'initier des groupements d'achat avec des habitants dans les quartiers populaires. Donc pour répondre voilà à une double injustice qui est l'injustice du manque d'offres dans certains quartiers, manque d'offres alimentaires de qualité, et aussi d'une absence de moyens économiques pour pouvoir accéder à cette offre. Donc en gros, on initie des groupements d'achat, des épiceries éphémères. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Une fois par mois, peut-être tu peux d'abord passer la slide d'après, comme ça j'explique concrètement ce que c'est. Ouais, voilà. Je sais pas, vous voyez quelque chose là ou pas? Non, pas vraiment. Bon, je m'appuie quand même là-dessus pour expliquer ce que c'est très concrètement en vrac. Puis après, je reviendrai un peu sur les grandes valeurs, sur les piliers. Juste, est-ce que tout le monde m'entend bien ou pas? Ouais, je suis assez super. La personne du fond me dit. Donc, n'hésitez pas à me faire ça si c'est vrai que je marmonne trop. Donc, dans les quartiers populaires d'une ville, il y a des groupements d'achat qui se montent avec les habitants, les habitantes. Et chaque mois, on peut commander des produits de son choix. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on peut choisir de commander ou de ne pas commander. Donc, c'est organisé par les habitants et les salariés de VRAC. À VRAC, il n'y a pas d'un côté des bénéficiaires et de l'autre des bénévoles. Il n'y a pas de bénéficiaire en fait. On s'auto-aide et tout adhérent peut être un bénévole en puissance. Ce terme n'a pas vraiment de sens pour nous parce que en fait, on peut juste donner un coup de main à la fin si on a le temps pour ramasser des cartons, les poser à la déchetterie ou à la poubelle d'à côté, ou venir chaque mois à la logistique, au groupement d'achat, ou même intégrer plein d'instances pour pouvoir s'impliquer. Il y a des commissions produits dans chaque quartier, dans chaque groupement pour que les adhérents choisissent les produits qu'on va proposer chaque mois. Et évidemment participer même à la gouvernance de l'association et participer au conseil d'administration. Donc, ça génère des commandes qui sont groupées. L'équipe de salariés de chaque VRAC va passer des commandes en gros, comme ça limite les coûts. Ce qui est vraiment très important, c'est que on vend donc que des produits de qualité, soit issus de l'agriculture paysanne, bio, locaux ou aussi équitables pour les produits qui viennent de loin. Et on les paye à prix juste pour les paysans et paysannes. On ne négocie pas les prix, et ce qui fait qu'en bout de course, les prix sont accessibles. Je vous expliquerai après. C'est à la fois des financements de l'État, mais c'est aussi le fait qu'on réduise les emballages, qu'on vende en gros et en vrac. Et tous les mois, il y a des épiceries éphémères dans différents quartiers des villes. Et donc les personnes viennent avec leurs contenants. Ça aussi, on peut acheter entre 300 grammes de lentilles ou 2 kilos, mais on vient avec son contenant. Donc ça aussi, ça fait des économies. Tu peux revenir sur la slide d'avant. Donc en gros, les valeurs qui portent notre projet. Donc je vous parlais de cette double injustice, mais il y a aussi l'idée de l'injustice qui est vécue par ceux et celles qui des fois bossent 70 heures par semaine pour produire de la qualité et qui se retrouvent avec un SMIC ou moins d'un SMIC. Donc, je parle évidemment des
des producteurs et des productrices. Donc on s'inscrit vraiment à la base, et c'est très fort chez nous, dans un projet de justice sociale. Voilà, et on veut être vraiment ouvert à tout le monde. On veut pas qu'il y ait d'accès différencié à l'alimentation comme l'aide alimentaire classique. On est reconnu comme un acteur de l'aide alimentaire, mais par contre pour nous c'est ouvert à tous, qu'on ait des thunes ou qu'on n'en ait pas, évidemment dans la mesure d'une taille critique. Voilà, au bout d'un moment, si on n'est plus de 100 dans un groupement, bah il va pas y avoir de lien social, et le lien social ça fait aussi partie de nos valeurs. Mais voilà, l'idée c'est vraiment que ça soit ouvert à tout le monde. On fait aussi, on se reconnaît dans les valeurs de la démocratie alimentaire, c'est-à-dire que VRAC c'est pas juste un service et un bon plan pour acheter de la nourriture de qualité dans un endroit où les paysages alimentaires seraient défavorables et pas chers. C'est aussi l'idée de politiser la question de l'alimentation et d'avoir accès petit à petit aussi au fonctionnement de nos systèmes alimentaires et des injustices alimentaires qui en découlent, et de pouvoir peu à peu reprendre la main sur son alimentation et comprendre aussi comment ça fonctionne. Par exemple rencontrant des producteurs, en discutant aussi de leurs conditions de vie, en ayant des espaces aussi de discussion et puis d'animation. Et enfin, c'est aussi un projet qui articule justice sociale et justice environnementale, écologie, parce que bien évidemment, on souhaite qu'il y ait des systèmes alimentaires qui soient plus durables et plus vertueux pour la planète et pour la biodiversité, et notamment l'agriculture biologique, elle permet aussi ça. Donc on s'inscrit là-dedans et on bat en brèche toutes les idées reçues sur les habitants des quartiers qui ne seraient pas préoccupés par les questions d'écologie. On voit bien que pas du tout, et que quand on peut, on veut. C'est pas quand on veut, on peut, et on le voit nous au quotidien concrètement. Et enfin, encourager de la promotion de la santé, mais dans une logique de manger plaisir, et par ailleurs, on n'est pas du tout dans une dimension de relayer les messages de promotion de la santé, manger 5 fruits et légumes par jour. On sait bien que c'est pas possible pour des raisons économiques pour plein de personnes. Donc on est plutôt dans une promotion de la santé au sens global, aussi santé mentale et promotion de la santé par le manger plaisir. Voilà, c'est passé. Très rapidement, vous voyez, c'est la carte de France de là où on est implanté. Donc ça, les épiceries éphémères dont je vous parlais, ça fait 143 groupements d'achat. On est majoritairement dans les quartiers plutôt urbains et les quartiers populaires. On est un tout petit peu en ruralité, un tout petit peu dans les campus universitaires. Et on estime qu'il y a à peu près 36 000 personnes touchées par nos actions. On est dans 22 associations, mais on est dans 23 territoires en France métropolitaine, sur l'île de la Réunion, et il y a 2 associations belges. Ça va faire plaisir à notre invité. Il y a un belge parmi. Effectivement, il y en a un. Ouais. Bien la critique. Bruxelles et Charleroi, je sais pas où t'as. C'est le vague de Bruxelles. Ah, voilà. Ok, c'est clair. Il me reste 5 minutes. Ça marche? Ouais. 5 minutes? J'aimerais aussi vous apporter des questions pour voir si ça peut aller là-dedans, mais il est fini à la présentation. Ouais, je fais encore 5 minutes, je déroule 5 minutes et puis après, ok. Donc, on m'a dit qu'il fallait que je parle du fonds Mieux Manger pour tous. Je sais pas, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ce fonds? Personne? Bon, écoutez, du coup, ouais, si, pardon. On travaille avec FSMER, donc oui. Ok. Le fonds Mieux Manger pour tous, en 2 mots, je rentre pas dans les détails, mais c'est un fonds de l'État, du ministère des Solidarités, de 60 millions au départ, et il devait atteindre 100 millions en 2027 en augmentant 10 millions par an, qui a pour objectif de verdir l'aide alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire verdir? C'est aussi de dire, tiens, si on mettait un peu plus de qualité dans l'aide alimentaire, parce qu'en fait aujourd'hui, le fonctionnement de l'aide alimentaire, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne bien. C'est les invendus et les surplus de supermarchés qui sont défiscalisés et qui sont ensuite donnés aux banques alimentaires et aux gros de l'aide alimentaire.
Et du coup, ce fonds, il vise à améliorer cette qualité-là. Et nous, VRAC, depuis 4 ans, on est reconnu comme un acteur de l'aide alimentaire. Ce qui au début nous a fait un peu bizarre parce qu'on se reconnaît pas dans ce modèle. Nous, vraiment, on vise à le transformer. Et en même temps, c'était une opportunité pour nous de pouvoir vendre les produits de VRAC moins chers et de les rendre davantage accessibles dans un contexte où il y a eu une inflation alimentaire de malade. En 2 ans, il y a eu plus 23% d'inflation alimentaire. Et nous, auparavant, on vendait nos produits à prix coûtant producteur. Et on s'est rendu compte que nos adhérents, nos adhérentes continuaient à venir dans le projet VRAC pour le lien social, pour la dimension plaisir, politique, mais que leur panier moyen diminuait beaucoup parce que l'inflation était passée par là, que l'alimentation c'est une variable d'ajustement des budgets des ménages et que quand l'inflation énergétique aussi augmente, il y a plus de marge pour l'alimentation. Donc du coup, on a eu nous 800 000 € par an à l'échelle de notre réseau. Ça nous a permis de passer du prix coûtant à moins 10% du prix coûtant pour tous les habitants qui se déclaraient habiter dans les quartiers, ou en logement social. Et on a appliqué une tarification à moins 50% qui pour les adhérents adhérentes qui étaient en plus grande en situation de difficulté sociale. Et ça pourra faire l'objet de discussions si ça vous intéresse, mais en gros le curseur c'est minima sociaux, mais selon les VRAC il y a eu des différentes colorations, mais en gros c'est ce qu'il faut retenir. Et donc ça fait moins 50% par rapport à ce prix. Donc là ça devenait quand même très très accessible et attractif. Du coup, on a eu, quand on est passé à cette triple tarification-là, on a augmenté de 70% nos achats de denrées et nos épiceries ont un peu explosé en termes de volume. Je peux passer. Peut-être ça, je vais aller très vite parce que c'est sûrement des choses que vous connaissez par cœur, mais c'est hyper important. Moi, je passe beaucoup de temps aussi à faire remonter des témoignages auprès de personnes et d'instances de gens qui sont très éloignés de cette réalité-là. Les adhérents de VRAC, ils sont bien sûr très impactés par l'inflation alimentaire et il y a des arbitrages quotidiens de quelques centimes et de stratégies d'achat pour pouvoir faire ses courses. Des temps de trajet du coup qui sont très longs, aussi des stratégies pour aller acheter des produits frais dans d'autres quartiers qui génèrent des temps de trajet qui peuvent être excessivement longs, des injonctions de messages de promotion de la santé qui sont perçus comme inatteignables et qui du coup sont très très angoissants voire et contre-productifs. Beaucoup de gens qui nous disent 5 fruits et légumes par jour, c'est pas possible. Donc c'est quand on nous dit qu'il faut le faire et qu'on peut pas, c'est très questionnant, devoir choisir entre acheter de la viande ou des fruits ou tout simplement de pouvoir manger que des pâtes. Et des questionnements forts sur la santé, sur la qualité, sur la rémunération des paysans et paysannes. Et ça, c'est des questions qui sont très présentes, mais qui souvent n'ont pas de réponse faute d'offres accessibles. Je peux passer. Et peut-être je finirai sur cette slide. Je finirai là. Parler d'un rapport qui est sorti il y a 1 an et demi, qui s'appelle L'injuste prix de notre alimentation, qui a été diffusé par le Secours catholique France en lien avec le réseau CIVAM, qui est un réseau d'éduc-pop paysans, le réseau la Fédération française des diabétiques de France et Solidarité Paysans, qui est aussi un réseau pour les paysans. Ils ont sorti une étude qui montre que notre système alimentaire fonce un peu dans un mur. Il y a 48 milliards d'argent public, tout confondu, Europe, État, collectivité, défiscalisation aussi des cotisations sociales et patronales qui sont injectées pour un système alimentaire aujourd'hui qui déconne à plein d'égards, d'un point de vue écologique, d'un point de vue social, d'un point de vue de la rémunération et des paysans et de la pauvreté.
Et en parallèle de ça, l'État compense, quand je dis l'État, c'est plutôt les pouvoirs publics, mais dans notre comptabilité publique française, il y a 19 milliards par an de l'autre côté qui sont injectés pour réparer les causes liées à une mauvaise alimentation, les causes, les effets sur la santé, mais aussi de la pollution, notamment de l'eau. Ça, c'est vraiment la petite partie de l'iceberg, parce qu'en fait, ça c'est vraiment que ce qui a pu être vraiment imputé à ces causes-là, mais en fait, le coût est bien supérieur. Hein. Je crois que la FAO, qui est le volet alimentation de l'ONU, il disait qu'au niveau mondial, les coûts cachés d'une mauvaise alimentation, c'est 10 000 milliards en fait. Voilà, donc c'est juste fou. Et dans le même temps, là, on a 30% des oiseaux de plein champ qui ont disparu à cause des pesticides. On a 8 millions à minima de Français qui sont en précarité alimentaire et à peu près 5 millions qui ont recours à l'aide alimentaire. En 20 ans, il y a eu plus 160% de diabétiques, et on ne parle pas non plus des cancers qui sont imputés à l'alimentation. Et sur 100 euros, un produit sur 100 euros, il y a aujourd'hui 6,90 centimes, 6,90 centimes qui sont reversés à celui ou à celle qui a produit. Voilà, avec un tiers à peu près, 18% des paysans, paysannes qui vivent sous le seuil de pauvreté aujourd'hui. Donc on voit que le problème, il est global. 5 euros par mois, entre 5 et 6 euros par mois. Par chariot, le coût qui arrive à l'agriculteur. Ah, voilà. Chariot de 100 euros. Ouais, voilà. Là, ils avaient même surestimé par rapport à ce que, mais voilà. En gros, c'est pour retenir sur 100 euros, voilà. Donc, c'est un problème qui est systémique et peut-être juste finirai là-dessus. À Vrac, ce qu'on essaye de faire, je vous parlais de la démocratie alimentaire, c'est qu'on essaye de sortir de la logique de culpabilisation individuelle, de j'arrive pas à donner des fruits et légumes à mes enfants ou à être conforme aux attendus, parce que l'alimentation, aujourd'hui, il y a des scandales sanitaires tout le temps, donc c'est très angoissant, de partir de cette culpabilisation individuelle pour comprendre qu'en fait, c'est un problème qui est politique, qui est collectif, et qu'il y a derrière un fonctionnement qui va dans le mur. Voilà. Et donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir conscientiser ça pour pouvoir se réapproprier ces enjeux. Voilà. Je sais pas si on peut passer la suite. Je vais d'abord rebondir. Votre point de vue est plutôt très innovant parce que votre point de vue est innovant parce qu'en fait, il va un peu dans les mêmes démarches que prône le SAMU social agricole qui travaille aussi sur la juste rémunération des exploitants agricoles. Et le travail ouvre à controverse par rapport au fonctionnement classique de l'aide alimentaire qui est géré depuis plus de 40 ans par la FNSEA qui fait bourser ses agriculteurs et qui donne à manger aux gens pour faire plus propre que propre, parce que le syndicat qui gère les agriculteurs et en même temps le syndicat qui gère les agriculteurs, donc qui gère les industriels. Et aujourd'hui, il faut savoir que le problème de l'aide alimentaire française, elle est européenne, donc elle est achetée au mode disant social. Moi qui ai été bénévole de la banque alimentaire, on arrive à recevoir des raviolis d'Ukraine, des pâtes espagnoles, alors qu'on a les plus grosses usines en France. Et les pâtes, ça reste des pâtes, mais quand vous voyez les raviolis qu'on vous donne, moi des fois je me dis, j'y donnerai même pas à mon chien. Je suis méchant de dire ça et je donne encore des coups de main à ces gens-là ou comme au Resto du Cœur, mais j'ai encore du mal à voir comment on fait l'aide alimentaire parce qu'on continue à promouvoir la bouffe parce que c'est Madrin, de Fleury-Nichon, Bigard qui donnent ces invendus parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que par jour, juste en région Rhône-Alpes, c'est 200 palettes qui sont données aux associations caritatives qui ne sont même pas vendues aux grandes surfaces. Je sais pas si... Et en fait, c'est juste pour faire de la mondialisation de marché, pour faire baisser les prix et pour vendre de la merde, alors que là, j'assume mon propos si ça peut choquer, alors que là, on est vraiment dans ce que prône SOS Mères, avec les Cigales, avec l'Association démocratique des maires de France, une alimentation locale, avec une reprise de la facture par les agriculteurs. Et ce qui sera encore mieux, c'est que les agriculteurs et les consommateurs créent des SIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif, pour intégrer l'outil de transformation et de distribution et se sortir des mains de ces horribles personnes qui sont dans la grande distribution.
J'y ai travaillé 3 ans et j'en parle différemment maintenant. Ouais. Et- Mais ouais, merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai pas eu le temps d'aller au bout de PowerPoint, mais il y a, par exemple, les paysans, paysannes qui bossent avec nous se sentent hyper fiers, de pouvoir vendre aussi leurs produits, à des personnes qui seraient en précarité, qui pourraient pas non plus, sinon acheter leurs produits pour des raisons économiques. Et j'étais au salon de l'agriculture il y a 15 jours. Le stand de la FNSEA, la banque alimentaire est dans le stand de la FNSEA quand même, faut le savoir. Il faut savoir qu'il tous les ans, depuis 3 ans, il y a Solea qui organise, je sais pas si je prononce correctement. Solal qui organise les agriculteurs au cœur. Il demande à des agriculteurs qui vont manger au resto du cœur de leur donner des. Mais en fait, c'est du faux don parce qu'ils reçoivent des crédits d'impôt. Mais aujourd'hui, en fait, on demande toujours plus. Il faut savoir que l'agriculture, depuis l'après-guerre, est soumise à des contrats de commercialisation léoniens qui sont jamais revus. Et aujourd'hui, les prix auxquels ils vendent leurs produits sortis ferme sont des prix égaux au prix des années 50. On va vous laisser la parole au collectif Unipopia. Allez, de toute façon, on a plein de sujets à discuter après, je pense, carrément. Ouais. Moi, je vais vous introduire un petit peu Unipopia, parce que ça parle pas que de l'alimentation. Unipopia, c'est l'université populaire d'ici et d'ailleurs. C'est né à Grenoble en octobre 2021. C'était un rassemblement de plein de collectifs de France et de Belgique suite à la crise sanitaire, qui ont décidé de se réunir pour échanger un petit peu leur manière de pratiquer pendant cette galère. Et puis voilà, on a décidé de pas en rester là et de fonder cette université populaire d'ici et d'ailleurs, d'échanger nos pratiques. Donc dans plusieurs thématiques, on a la cabane, qui est la question d'hébergement imposé à l'hébergement choisi, d'avoir des lieux plus inclusifs possible pour les personnes accompagnées avec animaux. Donc voilà, on a un chantier là-dessus. On a aussi un chantier qui s'appelle la cagnotte. On travaille sur la rémunération des gens, mais aussi sur comment on se fait financer nos travaux et d'où vient l'argent aussi. Ça devient de plus en plus une question, on pourra y revenir aussi. Et puis la casquette ou la question de prendre des décisions collectivement, c'est aussi. Alors ça, c'est des sujets un peu transversaux. On va faire des tous un peu finalement. On va voir ça après. Et vraiment prendre soin, qu'on a appelé nous espace crier chuchotement, on peut se confier dans nos galères vraiment, même individuellement par rapport à nos collectifs. On a ces plans, ces espaces. On va mieux travailler d'ailleurs cette année, on va organiser une grosse rencontre là-dessus. Et enfin, donc, le sujet qui nous concerne aujourd'hui, la fourchette, etc. Ça, c'est donc, évidemment, travailler sur une alimentation digne, une alimentation choisie. On a démarré un premier atelier à Saint-Étienne en avril 2024 avec plein de collectifs belges. Non, il n'y a pas de Belges à Saint-Étienne, mais il y avait un collectif bolivien. Ah ouais? Ouais. Donc pour ça, lancer un petit peu les pistes. On sait un peu, on se rejoint un peu là-dessus. Les cantines solidaires. Comment éviter justement la distribution alimentaire classique, par reproduire ce genre de phénomène entre nous. Beaucoup le lien à la terre, voilà, important. Donc tous ces sujets-là. Et alors on a fait une demande de financement à l'Europe. On pourrait revenir aussi sur qui on finance. Donc on a démarré un cycle Erasmus+ là qui se termine à la fin du mois. On est en train de finaliser un peu nos livrables. Et dans ce cadre-là, on a démarré les premières rencontres sur Grenoble en janvier 2025. Peut-être on commençait à toucher 2 mots. Il y avait un lien. Ouais. Peut-être revenir de se dire que ce qui fait la différence dans le collectif Unipopia, c'est qu'on est les premiers concernés. Et ça, c'est très important. Parce que, voilà. Et on se dit, on en a marre aussi qu'on vienne nous étudier comme des sujets. Et de se dire, on veut, aussi, produire notre propre connaissance. Et que nous, les premiers concernés, on a des choses à dire. On a de l'expérience, etc. Et du coup, c'est un collectif qui est composé de gens qui habitent la rue. Moi, je suis plutôt sur les quartiers populaires. Et du coup, c'est ensemble qu'on a construit tout ce projet-là. Donc voilà, c'est peut-être de préciser ça. Et du coup, en janvier, on s'est dit, comment faire comme c'est un collectif, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas quelque chose de domination. Donc on décide ensemble de qui on veut rencontrer, comment on veut rencontrer. Et nous, dans ce qui nous concerne, on est un des syndicats de quartier, on porte une action recherche
avec les premiers concernés sur 17 collectifs en France sur la justice alimentaire. Et on vous a dit, on va faire des liens. Et en janvier, on est monté au col de Porte, pour ceux qui connaissent, en montagne, et de se dire, voilà, on va se mettre ensemble. On était une soixantaine de personnes, que les premiers concernés, et on a ramené des chercheurs sur la démocratie alimentaire, sur la justice, c'est-à-dire on n'est plus de chercheurs. Des chercheurs populaires, on va se mettre en complémentarité, et on a travaillé pendant 3 belles journées, je crois. Voilà. Et on pourra revenir dessus, mais l'élément important, c'est qu'on est tous des chercheurs, on a plus de connaissances, on a plus une expertise, et nous, notre langage, on peut le partager, c'est ce qui se fait pour nous, sans nous, se fait contre nous. Donc, voilà. C'est un peu le même mouvement que des habitudes étudiées, qui ne jamais rien sur nous pour nous, c'est là, si je ne me trompe pas. C'est plus la santé, mais c'est à peu près le même point de vue. Oui, bah dans la foulée, toujours en janvier, là, en 2025, on a fait une première rencontre plus directement avec d'autres collectifs dans le cadre du projet Erasmus+, parce que du coup, c'est un projet très cadré. Il fallait... Projet européen. Voilà, c'est ça, quoi. Donc, des récits croisés entre 8 collectifs franco-belges. Mais c'est bien parce on a creusé, on a trouvé d'autres collectifs, notamment à Grenoble, enfin les Champeaux avec qui on travaille déjà un petit peu. Donc c'est vraiment des gens qui prennent, notamment, non, je confonds avec un autre collectif. Non, si c'est les Champeaux aussi qui ont un jardin à l'université, enfin sur le campus, voilà, notamment. Qui font beaucoup qui cultivent des légumes et qui les distribuent gratuitement, soit pour des événements, soit directement des gens. Vraiment, ça se fait un peu de manière ponctuelle. On est vraiment sur pas mal de petits collectifs comme ça dans l'Unipopia. Là, d'ailleurs, sur cette première rencontre, a commencé à émerger un truc qui nous sort un peu du cadre, mais ça c'est cool. De la question vraiment de la rémunération, parce que des personnes qui viennent échanger leurs pratiques. C'est pas le tout de payer les voyages et l'hôtel, etc. Mais en vrai, c'est un sujet qui a émergé très très vite et oui, qui nous fait un peu sortir du cadre et se poser la question de. On en a parlé ce matin dans le bureau de cadre. Comment c'est ça. Parce qu'on est plus bénévoles. On appelle ça. Et nous, dès qu'un sujet émerge, on se pose, on en parle. Tant pis si on fait pas le boulot qu'on avait prévu de faire. Il faudrait y arrêter d'y faire personnellement, mais avec d'autres associations pour trouver un enjeu national et de force de livrable dans nos créneaux parfaits. Voilà, donc là-bas, oui, voilà, ce genre de sujet qui émerge. Un autre sujet encore délicat qui arrive un peu plus tard dans nos rencontres. Voilà, une deuxième rencontre ensuite du côté de Cavaillon. On est allé voir le maquis. Bah ouais, c'est chouette. Le maquis, ils ont une cantine solidaire qu'ils installent dans un accueil de jour au moins 3 par semaine. Ça peut-être changé depuis, je pense. C'est pas encore vu leur ouais, ils viennent avec tout leur matos. Ils proposent aux gens de venir de cuisiner et on mange gratuitement. Et moi, j'aime bien l'idée de s'incruster dans un lieu un peu. Alors, institutionnel, c'est du codier, mais je pense que c'est la Croix-Rouge, non? C'est tout, ouais. Et, pareil, ils ont un minibus, ils peuvent emmener des personnes accompagnées, ils ont des grands champs, donc, ils ont leur propre légumes. Avec le cadavre, c'est un peu plus propre, hein. Ouais. Pour les personnes locales. Oui, parce que je commence à regarder ma voisine et du coup, je baisse le niveau sonore. Et là, c'est pareil, voilà, ils font des choses collectivement, c'est hyper intéressant. Ils nous expliquaient, par exemple, ils étaient en train de construire un poulailler. Ils auraient pu le faire en 2 jours à 3 personnes. Le truc, ça fait 3 mois qu'il est en train de se construire, mais il se fait collectivement et c'est chouette. On peut leur dire qu'il y a des dames à l'Assemblée nationale pour mettre dedans. Ouais, ça. Est-ce qu'ils font des œufs? Non. On sait pas les manger. Ça doit pas être obligé. Ouais, tout ça, en plus, au fil de tout ça, on se rend un peu compte qu'il y a un gros enjeu sur comment obtenir des terres et des espaces où cuisiner, etc. C'est vraiment un truc qui se pose régulièrement. Et alors, un gros souci qu'on a eu après, on est allé en Belgique, on a un peu concentré toutes nos visites en Belgique sur une semaine parce que ça coûte cher et puis surtout du temps pour déplacer les gens. Et on était en printemps 2025 et il y avait des rafles et on a des camarades qui n'ont pas de papier. Et là, on s'est dit, merde, en fait, on peut pas travailler correctement parce que les gens ne peuvent pas se déplacer.
Et donc, du coup, en Belgique, on a eu un grand temps d'échange sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on fait? On est censé travailler sur tel sujet pour l'Europe, mais en fait, l'Europe, ils font rien pour les droits de nos camarades, quoi. Voilà. Bon. Le sujet de qui nous finance, comment on travaille avec ces gens-là. Donc, on a produit un plaidoyer autour de ça, quoi. Voilà. Et sinon, voilà, en Belgique, on a rencontré plutôt pas mal de cantines solidaires, et puis des fermes, enfin, une ferme collective qui travaille avec un lieu, pareil, un lieu alternatif entre guillemets sur Namur, qui est dans un quartier populaire en pleine gentrification. Donc, il y a des enjeux de qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont se faire virer. Voilà. On a beaucoup de lieux comme ça aujourd'hui, en précaire, quoi, où il se passe des trucs chouettes. Voilà, est-ce que j'avais d'autres trucs? Après, on peut peut-être partir. Sur la question, on a beaucoup travaillé sur la question de violence alimentaire, Ouais. tout ce qu'il y a autour de l'aide alimentaire. Et sur la question du droit à l'alimentation, ce qui nous a traversé, c'est qui écrit le droit. Parce qu'en fait, nous, dans ces trucs-là, il y a tout le monde l'écrit, sauf le premier concerné. Des incapables qu'on fait dans l'étude. Et puis, voilà. Ouais. Permet d'intervenir. C'est vrai que l'aide alimentaire, c'est un vaste sujet. Donc, moi, j'étais dans une collectivité où il y avait des dispositifs alimentaires très importants. Et moi, je me suis toujours battue pour le respect des personnes à refuser l'aide alimentaire parce qu'on a toujours prôné l'alimentation de plaisir. Et donc, vous avez peut-être déjà entendu dans des instances, malheureusement, des personnes qui disent je trouve que la personne n'a pas besoin puisqu'elle refuse, donc tout va bien. Et c'est dramatique, c'est dramatique. Et dans certaines collectivités, l'aide alimentaire est un pendant de l'aide financière. Voilà. Donc, soit il ou elle accepte ça, soit il n'a rien. Donc, c'est un vaste sujet et vaste débat. Et je trouve ça absolument terrible, en fait. Aujourd'hui, il y a aussi un vrai problème sur l'aide alimentaire. C'est que les gens ont peur de ce qui est marqué 1/03/2026. Aujourd'hui, la plupart des produits que vous achetez, vous pouvez, et dès qu'il voit la date, ils refusent de le prendre. Aujourd'hui, c'est une hérésie. En fait, les dates, à part pour la viande, ont été créées par l'industriel. En fait, c'est l'industriel qui lui-même décide de sa durée de vie du produit. Aujourd'hui, de lui acheter, la loi française et européenne autorise à le donner 6 mois après. Moi, j'ai déjà vu des gens dans des assos dire on n'en veut pas, il est périmé. Non, c'est une DLUO. C'est juste l'industriel qui dit avec TFE qui est le leader du transport qui est financé par la FNSEA, on crée des dates courtes dans nos produits pour créer de l'économie mondialisée et pour affamer les gens derrière. Bon, mes propos sont durs, mais je pense que je suis rejoint par un certain nombre d'interlocuteurs. Du coup, il y a une scénette qui a été mise en place par les premières concernées, d'ailleurs, la plupart sont en femmes, on va expliquer cette violence alimentaire. Mais dans la violence alimentaire, du coup, il y a plein de petits bouts, mais c'est aussi la question on est mis en concurrence, nous, les premiers concernés. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs de l'aide alimentaire qui viennent revendiquer le droit à l'alimentation, qui viennent dire nous, on fait de la démocratie alimentaire. En fait, c'est très, très bas là-dessus. Mais en fait, c'est tellement complexe que nous, on s'y retrouve pas, quoi. On est juste là, on essaye d'exister, d'avoir un porte-voix, et on est mis en concurrence avec énormément de monde. Et c'est ça aussi la violence, c'est de se dire que même pour avoir un peu de subvention, ce qu'on disait tout à l'heure, une salle pour cuisiner, et pour donner un exemple concret, c'est-à-dire que quand on nous demande, nous dans les quartiers, de cuisiner, toujours gratuitement, toujours bénévole, bien sûr, l'idée qu'on puisse avoir un savoir, on fait un bâtiment de plusieurs millions d'euros, et la cuisine qu'on va nous donner, en fait, à gagner pour 50 personnes, elle rentre même pas. Parce que c'est pensé pour une famille, 4 personnes, vous savez, ouais, mais faut être cocooning. Alors, soit on est cocooning, soit on fait de la voilà, donc c'est ces choses-là, on va nous dire, non, finalement, on va financer, vous comprenez, c'est ceci, c'est cela, et puis on voit des associations carrées qui, elles, vont être financées. Et en fait, ça, c'est de la violence aussi. Et encore une fois, dans le droit à l'alimentation, dans ce qu'on a déroulé, c'est-à-dire qu'encore faut-il avoir un logement, donc la question du droit au logement, encore faut-il de l'énergie, et puis encore faut-il l'alimentation, quand il reste de l'argent, pour payer son loyer ou ses charges, la variable d'ajustement. Donc c'est tout ça qu'on dit, et encore une fois, on est concerné et on est bénévole. Il y a personne chez nous qui est payé. Est-ce que chez Hypocare, vous avez déjà randomisé, pas randomisé, mais
chiffrer le volume horaire de vos bénévoles pour dire à vos instances, ça nous coûte tant, voilà toute l'économie et voilà le savoir-faire qu'on vous apporte. En fait, techniquement, on n'a pas, enfin, aujourd'hui, on a 2 personnes salariées pour la coordination, parce qu'on est éclaté pas sur la planète entière, mais au moins sur 2 pays. Et s'il n'y a pas au moins 2 personnes pour assurer un peu le lien, relancer les sujets, les possibilités de faire des rencontres, ça marche pas. Autrement, bah, effectivement, chacun est peut-être rémunéré dans son collectif ou pas. Mais aujourd'hui, bah, la question revient encore à notre niveau, à quel moment on va pouvoir payer les gens pour venir. Aujourd'hui, on a pu faire quelques petits essais sur des demandes ponctuelles. Parce qu'après, tout le monde ne le souhaite pas non plus. Hein. Faut pas. Et je pense que ça va dans l'esprit. Ouais. Ouais, je sais plus même pas. C'est pas grave, pas grave. Je reviendrai dessus. Vas-y. Je pense que dans votre travail à vous et le travail de votre collègue de Brac, j'ai assisté le 3 février dernier à une journée éthique et bien manger du comité éthique de France. Et j'ai entendu des choses qui m'ont bien plu de la part de France Asso Santé, qui fait beaucoup de promotion du bien manger avec toutes les associations autour de la santé. Ils font beaucoup de promotion contre la promotion de travail contre les promotions qui sont consommées de la malbouffe et qui aujourd'hui, eux, vendent du concept, je crois qu'il a été dit au début, que beaucoup de gens achètent des produits ultra transformés, mais que derrière, on finance les laboratoires pharmaceutiques, on finance la malbouffe et qu'aujourd'hui, on est dans un mauvais écosystème. Après, moi, je reviens à ce que disait Javel. On est vraiment que des collectifs de personnes en galère à la base et qu'on est très méfiant vis-à-vis des donneurs de leçons sur le mieux manger et tout ça, etc. Quand même si on a Et la galère, elle ne prend pas l'eau pour l'instant. Bah, non, mais, Avant mais c'est juste pour dire que, tu vois, Nous, on a vraiment besoin de pas besoin. Avant d'ouvrir peut-être la parole, on voulait aussi avoir un petit mot de Camille pour l'atypique. Tu peux nous présenter. En fait, pour préciser par rapport à ce que tu disais sur l'alimentation plaisir, c'est surtout que l'alimentation c'est culturel. Et que du coup, le droit à l'alimentation qui doit être défendu, c'est celui pour une alimentation choisie par les gens elles-mêmes. Enfin, du coup, c'est aussi la défense, la démarche du collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation, de faire appliquer le droit qui est inscrit parmi les droits fondamentaux dans la Déclaration universelle des droits humains, qui n'est appliqué en France, mais l'alimentation choisie selon les besoins de chacune et chacun, et qui n'est pas respecté dans l'aide alimentaire, justement, qui est non seulement, des fois on voit même pas les histoires de date, on sait pas d'où ça vient, on sait pas comment c'est produit, on sait que la plupart sont des surplus d'agro-industrie qui défiscalisent ces concours. Après, quant au bénévolat, en fait, notamment dans le groupe thématique de la cagnotte d'Unipopia, personne d'entre vous n'a envie de c'est extrêmement rare. Enfin, je pense que personne d'entre nous n'a envie de travailler gratuitement. Et moi, ce terme de bénévolat m'irrite, en fait. Là, ce taf qu'on fait avec le RIF, c'est déjà du taf. S'organiser, c'est du travail. Et en fait, c'est bien pour ça qu'on a développé, en fait, on est aussi sur ce chantier de comment on rétribue le travail. Pourquoi des chercheurs, des chercheuses, des sachants, des professionnels qui sont censés nous accompagner, eux, pour la chance d'avoir les salaires, et comment nous, on peut aussi les déformater, créer des modules de formation, faire entendre nos voix, ça c'est aussi la casquette, dans les discussions qui sont faites pour nous. C'est pas seulement comment on travaille de reproduire des rapports de domination, mais comment on porte ce que nous voulons décider pour nous-mêmes et nos projets, et qu'elles soient permises légalement, et qu'on a tous ces groupes entiers. Et c'est vrai que donc pour l'Atypique, qui est une association dont je suis adhérente, qui est très chère, la responsable de l'Atypique a dû se désalarier parce que c'est une association qui, en collégiale, deux personnes qui font de troubles psychiques et de proches, et c'est porté à un café resto associatif, qui fait des repas chaque midi, propose des repas suspendus si les gens participent à la tirelire, à la cagnotte pour les repas, les cafés suspendus.
Et donc, la responsable a dû se désalarier pour faire tenir la sauce. Parce que malgré les grands coups de communication sur les camps autistes, les camps personnes isolées, la TIC se trouve aussi dans un secteur un quartier de la ville, quartier prioritaire de la ville. Donc, et là, ils sont obligés de passer par des financements privés, parce que c'est tout comme, en fait, ils n'ont rien apporté, en tout cas, concrètement, à toutes ces assos, qui sont de plus en plus, aussi, sucrés de financement, enfin, et quasiment de financement public. Donc voilà, jusqu'au point où les gens sont amenés à travailler gratuitement pour tenir leur projet. Alors que ces projets sont très importants et pour les personnes, notamment pour les personnes autistes, et avec tout ce que peut proposer la technique et tenir la technique. Et voilà, dans toutes nos situations de handicap ou de précarité, etc., on voit que les financements du gouvernement vont vers des groupes qui nous connus, qui adoptent tout le monde, etc., alors que, et que nous, on tire le diable par la queue, en fait, à une chance. C'est pas notre projet. Et je veux bien rajouter deux choses, ce qu'elle a dit pour remettre comment on travaille. C'est-à-dire que si on va sur l'aide alimentaire, ce qu'on a discuté, c'est que l'aide alimentaire, dans la plupart du temps, s'appuie sur des bénévoles et ces bénévoles sont sans papier. Donc là, on est dans un problème éthique, on est dans un problème de droit humain. Comment est-ce qu'on fait éthique commune quand on accepte, parce que c'est ce que vient d'être dit est vrai et encore à compléter, c'est-à-dire qu'il y a des associations qui se retrouvent carrément à faire de la traite humaine. Il faut dire les mots, parce que ils sont obligés d'avoir de prouver leur utilité au pays et d'avoir un petit bout de papier, un espèce de sésame qu'on leur fait croire, et c'est pétri donc il y a ça aussi pour rentrer un peu plus dans le détail. Nous, dans les quartiers, on n'est que bénévole, mais c'est pas du bénévolat, et c'est très bien cette précision, c'est du travail gratuit, et que même les villes, des fois, pour pencher sur des questions, elles vont défrayer des salariés dans des associations ou autres, ils n'ont rien, absolument rien. Et l'autre chose aussi, c'est sur les droits culturels. Nous, on a des injonctions aussi à pas manger de viande. C'est-à-dire que vous devez être dans l'aide alimentaire, dans le droit à l'alimentation, tel que nous, on l'a décidé, nous les penseurs, nous les machins. Et quand on était à Unipopia, les gens qui vivent dans la rue veulent manger un repas chaud et le merguez, c'est quelque chose de populaire. Donc, on va manger avec les moyens qu'on a, puis se faire de la merguez, ça fait du bien. Et on en a marre de nous dire qu'on mangeait vegan, qu'on mangeait végétarien, d'avoir décidé sans les premiers mangeurs. Donc, nous, ce qu'on a fait, au nom des droits culturels, nos droits humains, qui et dans les quartiers, on s'est dit, on va faire un groupement d'achat de viande halal, et on veut repolitiser cette question, remettre les mangeurs autour de la table, et qu'on écrive ici, localement, de quoi doit être fait ce droit à l'alimentation, et ça sera pas sans nous, c'est ça, en fait, un petit peu. Pour nous, et moi, j'ai un on a parlé de l'ONU, mais aujourd'hui, on passera à toi après, Étienne, on t'a vu. Ma collègue aussi. Et que j'ai même zappé pendant tout le début de la séance et j'ai oublié que j'étais en co-animation. Il y a aussi quelque chose qu'on oublie on a parlé côté ONU, mais on a oublié de parler des droits culturels côté UNESCO avec la Convention des droits culturels de Fribourg qui nous parle de l'alimentation. Je vois ma collègue qui me dit chapeau, tu l'as placé. La convention de Fribourg. Voilà. Alors, on a une intervention d'Étienne et puis Lorana aussi qui voulait intervenir. Alors, moi, je veux dire, c'est vrai que c'est compliqué, mais l'aide alimentaire, si tu rentres pas dans certaines cases et dans certains seuils financiers, tu n'as pas le droit à l'aide alimentaire. Avec une hache ou deux haches, on n'y a pas le droit. Et les fins de mois peuvent être compliquées avec une ou deux haches. Tu peux avoir le droit à l'épicerie solidaire parce que tu payes. Et encore, vous êtes deux, effectivement, c'est peut-être déjà trop élevé. Trop élevé, non, on s'est renseigné que les fins de mois étaient de plus en plus, pas les fins de mois, mais les semaines étaient de plus en plus récupérées. On va aller boire un coup, on va aller boire un coup en ville ou aller au cinéma. On en prend 10 et 40 euros par semaine, c'est tout. C'est tout ce qui nous reste. Et encore, les 40 euros, c'est plein, hein. Et des fois, avec les 40 euros, faut acheter la litière ou faut acheter des croquettes ou. C'est ça. Donc, du coup, c'est ce qui reste, les 40 euros. Parce qu'on a un choix. Et du coup, au final, ça fait moins de ce qui reste pour les. C'est pas plaisir, quoi.
On dit droit à avoir de l'aide, hein, c'est même pas avoir un droit. C'est ça qui est, Pas dans les bons cas pour avoir l'aide alimentaire. Que ce soit les restos, même c'est connu comme les restos du cœur. Et malheureusement, quand vous abordez ce sujet-là, moi, je suis bénévole à la banque alimentaire. J'ai osé faire la remarque au président. Il m'a répondu distinctement devant les préfets, c'est pas vrai. Les gens avec l'âge, on leur donne de l'alimentation. Il dit, ça doit être 2%. Il m'a planté la tête, il m'a dit que parce que ça aborde une thématique qui n'est pas vraie. Et là, donc, notre collègue est à peu près d'accord avec moi, il est surpris par la réaction, mais c'est des achats grands directeurs, donc ils sont tout proutes et puis c'est des faux acteurs. Et j'en arrête là, c'est bon, je peux parler de moi. Pourquoi conditionner une aide alimentaire? Enfin, je veux dire, C'est ça. t'as pas besoin, tu vas pas chercher. Enfin, qui va aller? Du moment qu'on trie, Bah oui, non, mais ça. du moment qu'on trie, c'est une discrimination. On s'est renseigné à une époque, on se renseigne plus, là, c'est plus rien. Lorana, tu voulais... Alors, Ah. on fait nos courses avec l'argent qu'on a, puis voilà. Moi, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'avais envie de réagir. Je peux pas réagir sur tout, mais ce que tu disais sur les dates de péremption sont faussement accélérées, alors qu'il y a des produits qui sont encore propres à la consommation et qui sortent du circuit classique. En fait, certes, ces produits, enfin, personne, je pense, autour de la table est pour le gaspillage alimentaire. La question du gaspillage alimentaire, ça devrait être, tout le monde devrait faire sa part pour pas gaspiller, en fait. Et le gaspillage alimentaire, en fait, il est organisé par l'industrie agroalimentaire, par les promotions. Les promotions, c'est toujours sur des choses qui sont pas saines pour la santé. Ça a été prouvé par plein d'ONG. Et ce qui fait que quand on a des petits budgets, on est aussi tenté. Alors quand on n'est pas dans la filière de l'aide alimentaire, on peut être tenté d'acheter plus parce que c'est en promotion et c'est aussi ce qui peut générer le gaspillage, mais c'est organisé en réalité. Et moi, nous, ce qu'on trouve à VRAC, ce qu'on trouve avec plein d'autres organisations et personnes concernées, ce qui est particulièrement violent, c'est de se dire que l'aide alimentaire, c'est un débouché du gaspillage alimentaire. Et ça, c'est insupportable. C'est tout simplement insupportable. Il faut pas lier ces deux choses-là. Déjà, en amont, parce que le plus gros du gaspillage alimentaire, c'est 30%, il se fait en amont, au moment de la production, et elle est organisée. Et donc, c'est là où il faut agir. Et pour le résiduel, c'est absolument pas aux personnes en précarité d'être les variables d'ajustement du surplus, parce que c'est ça qui est violent. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. C'est un terme qui me fait tilter, mais j'ai cru entendre poubelle, non, c'est pas ça. Mais t'as raison, en fait. Et en fait, il y a des personnes qui nous disent un sentiment d'être la poubelle. Enfin, moi, je l'ai entendu plusieurs fois. Le gaspillage de l'amont, c'est 15% qui sortent même pas du champ parce que c'est trop petit, trop moche, et 15% dans l'industriel. Et là, il y a une polémique en ce moment que on parle pas dans les médias, c'est la surproduction de patates. Une tonne de patates, il leur faut 210 € pour les vendre. Mais là, vous êtes bien assis sur vos chaises. Aujourd'hui, les industriels leur achètent à 15 € la tonne. C'est le seul truc qu'on a, c'est le seul métier où on a le droit de vendre sans gagner d'argent. Il y a Camille qui voulait réagir. Et juste, je voulais finir. Ouais, je voulais finir. Il y avait deux dernières choses sur lesquelles j'avais envie de réagir. Les violences alimentaires, il y a une anthropologue qui s'appelle Bénédicte Ponzi qui a écrit sur la question des violences alimentaires. C'est ça, samedi 21 au Paradis. Super. Avec Karine Jacquemart aussi, non? Non, pour le coup, elle a animé par la dalle, la caisse alimentaire, Okay. elle a dit, mais on La matinée. Et donc, Samedi matin. Et donc, Bénédicte, ce qu'elle dit, et ça fait écho à ce que tu disais sur l'aide alimentaire qui doit se fondre sur le bénévolat et qui gère la pauvreté. Elle dit que finalement, il pourrait y avoir des systèmes où il y ait à minima une politique publique digne de ce nom qui gère la question de la précarité alimentaire. En France, le choix qui a été fait, c'est de se reposer sur des associations dont les salariés sont toujours de plus en plus précarisés, et tu l'as dit Camille, et notamment
les projets comme BRAC et comme plein d'autres de nouvelles solidarités alimentaires qui revendiquent la question du droit à l'alimentation. Et il y a aussi tous ces gros de l'aide alimentaire où finalement le service public de lutte contre la précarité alimentaire, il est géré par des bénévoles plutôt qu'être géré par des salariés qui seraient payés normalement. Et donc Bénédicte, ce qu'elle dit, c'est que c'est pas un service public qui gère et qui promeut le droit à l'alimentation, c'est l'État qui confie à des grands acteurs associatifs qui confie finalement une sorte elle dit de pacification, parce que sinon il y aurait des émeutes de la faim, mais l'État ne met pas en œuvre un droit réel. Voilà. Et ça, je trouve que ça faisait écho. Et peut-être juste la dernière chose sur la question de la viande, je trouve ça vraiment très intéressant. Et juste dire que nous, des fois, à Paris, on bosse avec des grandes ONG qui bossent sur les questions de climat, par exemple le réseau Action Climat, et toute une coalition qui veulent aussi faire passer des messages dans la société pour qu'il y ait moins de consommation de viande. Et nous, on fait partie des acteurs avec d'autres, comme le Secours catholique, comme le CIVAM, de dire attention en fait, parce que quand on vit la précarité, en fait nous, quand on discute aussi, nous on avait fait des porteurs de parole dans la rue, dans les quartiers, quand on demande aux personnes ce qu'elles souhaitent en matière d'alimentation, c'est de pouvoir manger de la viande de temps en temps. Et donc souvent les grandes organisations écolo, elles ont cet angle mort là en fait, il y a le mort, je dirais pas, mais en tout cas de se dire oui, la question de la viande, elle se pose pas de la même manière, de savoir si c'est un choix ou si c'est subi. En fait, il faut arriver à une production extensive. Parce qu'aujourd'hui, on peut produire de la viande sans consommer trop d'eau ou d'aliments. Ou là, de manière naturelle. Et voilà, C'est sceptique. Camille. On laisse la parole à Camille. Du coup, la question de la viande, c'est aussi la question, comme produit alimentaire, c'est la question de la qualité. Personne ne peut prendre de la merde, du minerai, comme ils appellent ça, en fait, maintenant, dans les circuits, tout a été renommé pour paraître merveilleux. Les produits phytosanitaires, qui sont des pesticides, des polluants, donc on prend du phytosanitaire. Maintenant, la viande ou même les produits agricoles sont devenus des minerais. C'est pas bien vu. Après, pour l'histoire des phytosanitaires, pas d'accord. Mais en fait, ça masque encore cette histoire de rond-droit et à la fois le gras, les os, etc. pour faire plus de matière, mais c'est la qualité, elle est pile en fait. Et en plus, ces pommes bêtes qui sont dans des batteries, des usines, comme les fermes usines agricoles maraîchères, voilà. Omaki d'ailleurs a créé avec les gens un espace maraîcher avec les femmes qui s'appelle comme une ferme. Enfin voilà, ils sont fort heureuses ils soutiennent plein de projets avec les gens, les habitants qui viennent, enfin qui sont là sur le lieu, quel que soit avec des moyens de chacune et chacun, ensemble, collectivement, les décisions collectivement, la caisse locale de l'alimentation de Caldenay a été portée par les habitants habitants, qui voulaient au départ développer une cantine, développer d'autres choses, et voilà. Et je voulais revenir aussi sur les questions d'allocation aux habitants handicapés. J'ai pas l'année exacte, mais depuis, je dirais, une dizaine d'années, en fait, l'allocation, elle est calculée à peine au-dessus du seuil de pauvreté. Le calcul exact, mais en fait, ce qui a permis aussi au gouvernement de dire non, ils ne sont pas en situation de pauvreté, maintenant nos habitants handicapés, nos personnes handicapées ne sont pas en situation de et donc ne vont pas bénéficier de la complémentaire santé universelle, comment s'appelle maintenant la CSS. Supplémentaire, ils ne rentrent plus dans les accès à l'aide alimentaire comme le blé, alors que, en fait, personne n'a envie d'aller solliciter de l'aide alimentaire.
Si on y va, c'est parce qu'on n'a pas de choix, en fait. Personne ne nous a par plaisir, justement. Il y a plein de droits d'accès qui leur sont retirés du fait que cette allocation était réévaluée, mais alors à peine juste au-dessus du seuil qui permettait d'accéder à Moi, je suis d'accord avec vous, mais je voudrais quand même aussi qu'on arrête le débat sur les pesticides. Vous prenez des médicaments, c'est la même chose que pour l'homme. Et alors, d'ailleurs, il y a certains collègues qui dénoncent aussi que les mêmes boîtes qui produisent les pesticides, on rachète et perd des entreprises qui produisent des médicaments pour les Français. C'est aberrant, ce système pernicieux, c'est effroyable. Donc, à nous aussi de faire juger et de dénoncer toutes ces lobbies et de reprendre la main sur nos droits, sur nos choix, enfin, de faire valoir nos choix et nos droits. Oui, merci. Je voulais juste poser une question parce que ça m'interpelle et ce que tu viens de dire me ramène à des réalités qui font que, par exemple, le Conseil consultatif des personnes en situation de handicap a voté cette augmentation. Donc, quelque part, les propres associations représentant elles-mêmes ou les personnes représentant elles-mêmes cautionnent aussi parfois ce système. Et c'est là aussi où je veux pas dire que c'est bien ou pas bien, mais je dis que parfois, voilà, pour valoriser en tous les cas le statut de personne en situation de handicap, cette augmentation, elle était voulue par les personnes, en tous les cas, qui votent, qui siègent et qui a, non mais j'entends, Est-ce que c'était en connaissance de cause? Est-ce que ça avec les assureurs aussi des droits? Bien sûr. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je posais la question à Benoît Hérault, en disant, est-ce que parfois le collectif peut influer sur les politiques publiques, parce que c'est là où on a besoin de faire passer ce message, hein, de comment est-ce qu'on est influenceur, c'est pas un joli mot peut-être, mais voilà, dans tous les cas, comment est-ce qu'on peut être colporteur en tous les cas des bonnes informations pour avoir les bonnes réponses. Parce que nous, on est confrontés, Chantal va le dire aussi, on était ici au CCPH, les deux, etc., et que on entend ces choses-là, on sait, on vote, on nous demande de participer. Donc, il n'y a pas consensus. Alors, c'est ça que je veux dire, il n'y a pas consensus, et parfois, c'est voté à 41 voix, n'est-ce pas, sur 47, et on n'entendra pas les 6 voix qui vont apporter les informations nécessaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parfois, c'est le piège aussi de comment est-ce qu'aujourd'hui, les collectifs, peuvent avoir une influence, dans tous les cas, peuvent transformer la participation dans ou être acteurs dans la réalité de la participation, de la transformation. Voilà, c'est pas Chantal. Oui. Je voulais dire qu'à ma connaissance, le seuil de pauvreté, il est à 1288 par mois. Ah oui. Et la H est à 1042. 1042 euros. Oui. C'est par mois. Donc on est en dessous du seuil de pauvreté. Elle est à combien? Ça y est, 1042, c'est remonté. Et bon, 1030, 1030, peu importe. Et mon fils, qui a la H, bénéficie de la CS. 10 ou 15. Alors, moi, on vient de me la redire. Tout ça. Donc, voilà, donc après, voilà, c'est là où vous voyez quelle est la part de se réajuster dans tout ce système. De la même manière, c'est-à-dire que les projets n'ont plus droit à la terre. C'est ça. La quoi? Oui, allez-y. Une compréhension. Moi, excusez-moi, mais vous êtes tous en train de m'embrouiller. Maintenant, sur les seuils de pauvreté des histoires de cellules, de ces moi, personnellement, touche l'âge, et je suis aussi du seuil de pauvreté, et je touche la PMU. Je ne comprends rien à tout ce que vous dites. Excusez-moi. Dans la question, qui a été. Je suis d'accord avec tout ce que j'entends. Excusez-moi. Il y a plein de choses. Peut-être déjà sur ce que disait Camille sur la question de la viande. Donc nous, si on veut, c'est pas que on veut manger de la viande, c'est que encore une fois, je reviens sur les droits humains et le droit à l'alimentation. C'est que on subit des discriminations. C'est-à-dire que nous, dans les quartiers, on va viser surtout les musulmans. Oh là là, attention, c'est des musulmans. Du coup, nous, on est dans des injonctions et dans des discriminations.
Donc ça, c'est pas traité. Et que la viande halal, c'est horrible. Quand vous avez une cuisse de poulet qui coûte 2 € le kilo, parce que c'est ça les prix, hein, c'est pas que 7, etc., qui est plus grande qu'une dinde, on peut se poser la question de quand même comment elle est fabriquée. Donc voilà. Donc ça, déjà, on se dit, mais ça, tout le monde en a rien à faire. Pourquoi? Pour être très clair, parce que c'est des Arabes, c'est des gens de quartier, c'est des pauvres, on s'en fout, qui crèvent à côté du moment qui se taisent. Donc c'est ça, en fait, le truc. Et nous, tout ce que je peux dire, c'est l'expérience qu'on a, et c'est pour ça que c'est intéressant dans une Unipopia, on se croise, c'est-à-dire que ce que nous refuse l'État, c'est la codécision. Et c'est de partir des premiers concernés, et que c'est qu'on construise cette loi et ce droit ensemble. C'est-à-dire qu'on va vous demander votre avis, c'est très bien, on va ramener des experts, c'est très bien, mais la décision finale, vous bougez, c'est de l'autre côté. Et voilà. Et ce qui fait que, et derrière, la question aussi qui vient, c'est que tant qu'on n'a pas ces moyens de production, de l'agro-industrie, parce que c'est eux qui foutent la merde. Voilà, pour être très clair. Et que l'État est lié à cause de tous les contrats qu'ils ont signés, etc. C'est que la vérité qu'ils disent pas, c'est qu'ils n'ont aucun moyen. Ils sont tellement pris dans des contrats, dans des machins, qu'ils essayent de naviguer, mais en fait, la souveraineté alimentaire, pour dire ce mot, l'État, il l'a pas. En fait, la vérité, elle est là. Et que quand on n'a pas de codécision, et dans les quartiers, ça fait 40 ans qu'on lutte. Ça fait 40 ans. Et la codécision, pour un homme politique, autant se suicider que vous la donner, directement. Et c'est une lutte. Moi, pour te rejoindre là-dessus, il faut savoir que la BPI, la Banque publique d'investissement, finance minimum, mais je pense que je suis loin du tout compte, 30% de l'industrie agroalimentaire française, qui est détenue pour la viande bovine et la viande porcine par 3 marques. En fait, vous avez l'impression d'acheter 10 marques différentes, mais il y en a 3. Et le problème, c'est que jusque dans les années 2000, je dirais que dans toutes les villes moyennes, on avait des abattoirs communaux où on pouvait amener une bête, 2 bêtes. Aujourd'hui, quand un éleveur veut amener 2 bêtes, on lui dit, vous nous faites chier, on gagne plus notre vie. C'est ça. Et pour dire, et la stratégie qu'on a, c'est ces collectifs de recréer du lien avec le monde agricole. Faut pas oublier une chose, c'est que l'alimentation, c'est de l'agriculture. L'agriculture, c'est un sol et c'est de l'eau. Donc, vous touchez à l'un, vous touchez à l'autre, il n'y a pas d'alimentation. Donc, il faut qu'on recrée, c'est ce qu'on fait avec Unipopia, ces petits liens entre nous, petit à petit, et c'est ça qui va faire force à un moment donné. Et moi, je voudrais vous poser une question à tous les 3. Est-ce que vous êtes pour ou contre la création de la sécurité sociale alimentaire? Moi, aujourd'hui, je suis contre, tant qu'elle est menée, tant qu'elle est dirigée comme les PAT, par les syndicats ou les maires, qui veulent travailler dans la codirection du COPA-COGECA, de la Fédération des industriels. Est-ce que je suis extrémiste ou est-ce qu'il y a des points d'accord avec moi? Faut bien répondre, je vous laisse après enchaîner. Moi, je réponds du point de vue de là où je suis. Donc, VRAC, on a rejoint le collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation en 2023, donc c'est assez récent. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc tout le monde est au clair sur ce que c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Peut-être, je redis en 2 mots. En fait, c'est un projet de société. Donc, face au constat là qu'on pose là tous ensemble depuis 1 heure, voilà, c'est de se dire que les modèles agricoles est en crise, que la précarité alimentaire, elle fait que augmenter, que notre système politique et démocratique est aussi en crise, et que on souhaiterait qu'advienne un nouveau conquis social qui serait basé sur la même force que la création de la sécurité sociale en 46, voilà, et telle qu'elle a été gérée jusqu'en 67 par des caisses primaires qui étaient gérées à 70% par des travailleurs et des travailleuses. Donc c'était les premiers concernés qui décidaient pour eux de comment allait être gérée la Sécu. Et excusez-moi, j'essaie de pas trop m'égarer, mais l'idée de se dire, ça serait une allocation qui serait peut-être adossée à la carte vitale de 150 € par mois. Alors le chiffre, il est pas gravé dans le marbre, hein, c'est des estimations qui avaient été faites avant l'inflation, mais voilà, avant le Covid. Voilà, donc mais c'est pour que ça soit clair. Ça serait une allocation que tout ayant droit, on va dire qu'il y a une carte de
Vital ait le droit à 150 € par mois et par personne pour pouvoir acheter de l'alimentation qui aura été conventionnée comme les médecins. Pour pouvoir être remboursé chez le médecin, il faut que le médecin il soit conventionné par la Sécu pour être remboursé. Et donc, ça serait 150 € remboursés, donc dans des lieux choisis par nous, en fait, nous les mangeurs et les mangeuses, mais aussi les acteurs de la filière, de toute la chaîne de transformation alimentaire, et par les paysans, paysannes, en fait, tout ce monde-là. Et choisir, c'est aussi connaître. Et donc, c'est-à-dire que les citoyens qui seraient peut-être tirés au sort, on ne sait pas exactement selon quelle modalité, l'idée, c'est qu'ils puissent choisir en connaissance de cause. Et c'est ce que fait par exemple le Maquis et la Claque dans son expérimentation de SSA. Pendant 1 an et demi, ils ont fait des cycles d'apprentissage en commun, collectif, avec des chercheurs et des chercheuses, avec des outils d'éducation populaire, avec ce que je dis en intro en disant que tout le monde a une expertise, tout le monde est chercheur, et en essayant de niveler les rapports de domination des savoirs, en fait, en mêlant ce qu'ils appellent aussi les savoirs chauds et les savoirs froids. Les savoirs chauds, c'est nous tous qui faisons l'expérience de manger, et les savoirs froids, c'est le savoir académique. Et voilà. Et ce serait l'idée que chacun cotise selon ses besoins et chacun reçoit selon ses moyens. Il y a aussi le fait que, justement, on pourrait, avec ce budget commun, budget collectif, on pourrait développer des récits agricoles ou des coopératives agricoles, l'idée de jeunes paysans paysans qui n'ont pas accès à des terres et à des statuts. Justement, on pourrait faire ça pour la collectivité et pas que l'académie. On pourrait développer des cantines, développer des cuisines communes. En fait, c'est donc aux habitants et habitants, à l'ensemble des décideuses et décideurs, de voir quels sont leurs besoins, qu'on soit en campagne, qu'on soit à la ville, qu'on soit dans des territoires mixtes, etc. Et du coup, c'est vrai que si écriant de gens ont faim, d'ailleurs c'est des gens qui ont écrit la France maintenant, je crois. La France qui apprend. La France qui a faim. Et sinon, ouais, cette idée de s'en faire un peu, j'ai quand même remis en question, parce que c'est tellement décorrélé aujourd'hui. J'aurais besoin, ça fait une idée de base, voilà, En fait, revenir aux nourricières de l'après-guerre. L'intervention de Jacques avant. Ah, pardon. La manière de Il y a beaucoup de jeunes un peu maintenant ils meurent de faim, des jeunes inondants, parce que il fait ses études, il n'a pas grand-chose à nourrir derrière. À part qu'il se fait, même se fait aider souvent, c'est une galère. Je ne peux pas comprendre les jeunes maintenant, ils meurent de faim, ils veulent manger un repas par jour pour arriver. Parce que on est sur le logement encore, c'est la rue payer un logement, c'est à l'école dehors. Et cela à l'école pour tu ne prends pas les écoles. Ça, n'arrive pas à comprendre comment on a pu arriver là. Dans mon temps, j'ai pas entendu tout ça. Maintenant, en 2000, on a que tout ça, les jeunes meurent de faim, voilà, pas que les jeunes, on va dire. C'est que ces jeunes, ils font des études pour arriver à la vie. Pour arriver à la vie, il faut se priver. Alors, comment va arriver si tu prives? Ça, je suis pas d'accord. Ce sont les arbitrages qui étaient évoqués tout à l'heure. Et à ton époque, il n'y avait pas les mêmes coûts de la vie. L'essence était moins chère, la voiture et l'habitat étaient moins chers. Ah si, je suis désolé. Mais non. Déjà, on nous disait quand même, vous coûtez cher quand même, proportionnellement. Non, on peut pas dire ça. Non, le bagage du franc alors, ça, je suis d'accord. Ça, j'ai fait mention, désolé, ça, je suis d'accord. Mais je peux pas entendre qu'avant, c'était mieux que... Je sais pas si tu as regardé tes factures Orange et le passage Orange par Télécom qu'on s'était intubé sans le voir. C'est pas le besoin. Oui, on ne peut pas comparer les époques parce que les besoins sont pas les mêmes.
parce qu'on ne vit pas de la même manière, je suis d'accord. Oh, mon père achetait le petit cours 1,50 €. Aujourd'hui, tu payes 3 euros, tu payes 10 euros, il coûte pas plus cher à produire. Alors, oui, le monde bouge, oui, les choses se transforment, mais moi, je préfère dire aujourd'hui comment est-ce qu'on peut construire quelque chose de vivable pour demain, plutôt que de se poser la question si c'était mieux avant. C'est ça que je veux dire. Oui, faut passer à demain, pas avant. Voilà. Je suis d'accord. De regarder dans le rétro alors que il y a eu aucune urgence. Par contre, il y a une urgence. Et c'est pas seulement le coût, c'est la rémunération du travail de ce qui nous oblige aussi, en fait. Enfin, je veux dire, il est bien régulier à agricole, pas, à peine considéré par certains Camille, cas de... il nous reste 4 minutes et je crois qu'Étienne avait une question. Tu n'avais pas de question, Étienne? Alors, une dernière question et après on laisse pas les derniers mots. C'est par rapport à l'âge et le droit aux aides, mais on n'y a pas droit. Tu as répondu toi-même à la question. On va vous laisser un dernier mot sur peut-être sur ce que vous aimeriez laisser pour qu'on parte avec un dernier message chacun. Puisqu'il il est bientôt l'heure de prendre. Ah oui, je vais complètement changer de truc jusqu'à un truc dont j'ai oublié de parler. Là, on a fait une expo multimédia de nos travaux dans le cadre européen à Grenoble en mi-février. Donc avec la scénette qui était jouée, il y avait des vidéos, il y avait du son, plein de... Ouais. Bah, bref, une expo multimédia qu'on est en train de repackager pour la proposer à plein d'autres endroits et on vous tiendra au courant pour l'installer chez vous. Voilà. De la prochaine, etc. Oui, si vous voulez, je vous propose de l'exposer. Il est où notre directeur de projet? Lors de la conf 4, ça peut être intéressant, l'alimentation dans la citoyenneté. Tu vois pas? Tu parles de la conférence à Lyon, au mois d'octobre, ça fait super intéressant. Ouais. Et même, Ouais, on fait la fin, je sais pas. Non, Ben, vous avez encore Jawed, Laura. Ce que je voulais dire, c'est dur de conclure. En fait, je trouve que je suis partie un peu dans tous les sens, mais parce que c'était riche et c'était très varié. Moi, je retiens plein de choses de ce débat. Peut-être qu'une des phrases fortes que je retiens, c'est ce que nous refuse l'État, c'est la codécision. C'est toi qui l'as dit tout à l'heure, et je trouve que c'est vraiment fort. Et j'ai pas pu aller au bout de mon propos tout à l'heure, mais faut pas confondre les expérimentations qui se disent inspirées de la sécurité sociale d'alimentation, qui peuvent être plus ou moins instrumentalisées aussi par les pouvoirs publics, du projet politique utopique que serait une SSA et qui permettrait pour moi le fait que sans passer par l'État justement social, mais en passant par les citoyens, les citoyennes, et y compris ceux qui n'ont pas la citoyenneté au sens juridique, de co-décider et de décider. Ouais. Voilà. C'est tel que les 75% des travailleurs qui vont donner de la cotisation sociale sur la valeur ajoutée du travail, ça représente plus une grande chose aujourd'hui. Moi, je veux bien. La structure monétaire, elle est voilà. Peut-être un dernier mot. Pour la diversité du collectif européen, mais je prends la casquette des quartiers. Ouais. Parce que ce qui me chagrine un petit peu dans ce que j'entends, c'est à quel point on nous a fait croire que c'est de l'aide qu'on demande. Il faut bien être clair que c'est des droits humains et qu'on vous dit que c'est de l'aide. Et il n'y a rien de supérieur que les droits humains en France. Donc il y en a ras-le-bol d'entendre que vous avez des aides. C'est pas des aides. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut déconstruire. Ce sont des droits supérieurs, et ça, c'est déjà de le savoir. Et dernière chose, pour répondre à la question sur la SSA ou autre, on doit réinterroger l'aide alimentaire pour nous. On doit réinterroger de quoi doit être composé le droit à l'alimentation. Et la SSA ne peut être qu'une branche pour l'alimentation. Tant qu'on ne l'écrit pas ensemble, on aura des débats, pour moi, stériles. Voilà. D'accord avec vous. Ce qui est important, c'est que vous avez dit ensemble. Parce que tout ça, c'est complètement inculturel. C'est ça. Vous parliez de la culpabilisation tout à l'heure. Il faut encore énormément lutter contre les stigmatisations qui existent, beaucoup de champs social. Voilà, il faut vraiment déconstruire tout ça. On ne demande pas des aides, on demande des droits. Tout à fait.
Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Au revoir.